Exercice numéro 3 du TD numéro 8. On considère une économie d'échange à 2 biens et 2 consommateurs. On est toujours dans la recherche d'un équilibre général et on est toujours dans un système sans production. Le consommateur A a une fonction d'utilité, le consommateur B a une autre fonction d'utilité. Comme d'habitude, X, IJ désigne les consommations de biens I par l'agent J. On sait qu'au départ, dans cette économie, il y a des dotations initiales qui sont notées W, et ces dotations initiales sont donc données pour chacun de nos 4 agents. Et on connaît également la taille du marché. On sait qu'il y a 4 unités du bien 1 et 4 unités du bien 2. 3 questions. La première, quelles conditions doit-on imposer sur la répartition des dotations initiales pour être à l'optimum? Deuxième question, en déduire l'équation de la courbe des contrats. Troisième et dernière question, représenter cette groupe dans le diagramme d'Edgeworth. Et on s'interrogera à savoir si le point 1, 2 est ou pas un optimum de Pareto. TD numéro 8, exercice numéro 3. Alors, dans la première question, il va s'agir de vérifier de déterminer la condition pour laquelle une dotation initiale serait un optimum de Pareto. Donc pour que cette dotation initiale soit un optimum de Pareto, il faut en fait que la dotation initiale nous amène pile sur la courbe des contrats. Et on sait qu'on est sur la courbe des contrats lorsque les TMS des 2 agents sont égaux. Donc ce qu'il va nous falloir faire, c'est établir le TMS de l'agent A et établir le TMS de l'agent B et les égaliser. Et ce qu'on obtiendra, ce sera la condition à vérifier pour que une dotation soit un optimum. Donc pour calculer les TMS, on a besoin de connaître les utilités marginales pour calculer les TMS de chacun des 2 agents. Donc l'utilité marginale de l'agent A en bien 1, c'est la dérivée de l'utilité totale de l'agent A par rapport à X1. Et on obtient ce résultat. L'utilité marginale pour A en bien 2, c'est la dérivée de l'utilité totale de A par rapport au bien 2, et on obtient ce résultat. L'utilité marginale pour B pour le bien 1. Donc là, il faut bien aller chercher l'utilité totale de l'agent B. On change d'utilité, de fonction d'utilité totale. On la dérive et on obtient ce résultat. Et l'utilité marginale pour B en bien 2, c'est la dérivée de l'utilité totale de B par rapport au bien 2 et on obtient ce résultat. Une fois qu'on a nos 4 utilités marginales, on peut déterminer les 2 TMS. Le TMS de l'agent A, c'est le rapport des utilités marginales qu'on a établi ici. Et le TMS de l'agent B, c'est le rapport des utilités marginales qu'on a établi ici. Donc ces 2 fractions de part et d'autre là se simplifient. Donc on obtient ici ce résultat en simplifiant ici par x1a. Et puis ici on va simplifier également alors par x2b qui ici est au carré et là apparaît une fois. Et puis ici le 2 se simplifie également ici avec le 2 qui est là. Donc il restera x2b divisé par 2x1b. On a donc les 2 TMS de nos 2 agents. Et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on est sur la courbe des contrats, ces 2 TMS sont égaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire maintenant l'égalité entre les 2 TMS. Avant de faire cela, on réfléchit actuellement sur les dotations initiales. En tout cas, la question nous invite à nous interroger sur les dotations initiales. Que ça soit une consommation désignée avec des X ou que ça soit une dotation initiale désignée avec des W, l'écriture mathématique restera la même, la forme mathématique générale restera la même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ce TMS ici qu'on a calculé avec des consommations, des X, je vais la réécrire avec des W pour bien montrer que ici on réfléchit sur des consommations mais qui correspondent au montant des dotations initiales. De la même manière pour le TMS de l'agent B, ici je l'ai écrit en fonction de consommation notée X, eh bien je vais le réécrire avec le lettrage W pour bien montrer que je réfléchis avec des consommations qui sont en fait correspondantes aux dotations initiales de l'agent B. Ça ne change rien mathématiquement, mais ça change le sens qu'on donne aux écritures. Une fois qu'on a réécrit les deux TMS en fonction
des dotations, eh bien, on peut réécrire l'égalité des deux TMS. Et donc, il va falloir, pour être sûr que notre dotation soit un optimat de Pareto, il va falloir que cette égalité soit vérifiée. Alors, on pourrait s'arrêter là. Bon, on peut aller un tout petit peu plus loin en décidant de mettre en évidence le rapport des dotations, hein, ici, ou le rapport des consommations finalement. Voilà, on peut s'arrêter là, mathématiquement c'est plus joli d'aller chercher le rapport des dotations. Ça permet aussi de mettre en évidence bien le rapport des dotations pour l'agent A et puis le rapport des dotations pour l'agent B multiplié par un coefficient. Donc là aussi en termes d'analyse, pour le moment on ne peut pas en faire grand chose, mais en fait en termes d'analyse, cette écriture là est un petit peu plus parlante normalement. Question numéro 2. Donc on nous demande maintenant de déduire l'équation de la courbe des contrats. Alors pour faire cette courbe des contrats, on a besoin de deux informations. Première information, eh bien, les préférences du consommateur qui sont décrites par les préférences des deux consommateurs qui sont décrites par l'égalité des TMS. Cette partie-là, on l'a déjà, on l'a calculée dans la question précédente et ça correspond à cette écriture-là. La deuxième information dont on a besoin pour établir la courbe des contrats, c'est la taille du marché. La taille du marché nous est également fournie par l'énoncé, et donc on sait qu'il y a 4 unités de bien 1 et 4 unités de bien 2. Autrement dit, tout ce qui est consommé en bien 1 par l'agent A plus tout ce qui est consommé en bien 1 par l'agent B, ça fait 4. Et tout ce qui est consommé en bien 2 par l'agent A plus tout ce qui est consommé en bien 2 par l'agent B, ça fait 4. Donc ces deux équations-là proviennent de cette donnée qui est fournie par l'énoncé. On va donc chercher à modifier l'écriture qu'on a en intégrant les deux éléments dont on dispose, à savoir la condition de préférence sur les deux agents et la taille des marchés. Alors ça nous intéresse parce qu'en fait ça va nous permettre d'enlever la référence à un des deux agents à l'intérieur de notre écriture. Je décide de supprimer la référence à l'agent B. Donc ici, je sais que on a cette partie-là, cette écriture-là, x2a divisé par x1a est égal à 1 quart de x2b divisé par x1b. Donc ça, on l'avait établi en question 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer x2b par son équivalence ici. D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de la réécriture de la taille des marchés. Ici, on sait que x1a plus x1b est égal à 4, donc x1b est égal à 4 moins x1a. De la même manière, sur l'autre marché, x2a plus x2b est égal à 4, et donc x2b est égal à 4 moins x2a. Et donc ce sont ces deux écritures-là que je vais utiliser pour remplacer ici à l'intérieur de celle-ci. Alors mathématiquement, on a donc ici remplacé x2b et x1b par leur écriture en fonction de la référence à l'agent A, donc x1a et x2a. Ensuite, il va falloir essayer d'écrire ça mathématiquement de manière un peu plus jolie. Alors ici, je vais commencer par multiplier la partie gauche par 1 quart pour supprimer le 1 quart dans la partie droite. Et je vais multiplier la partie gauche toujours par x1a pour enlever ce x1a qui est ici. Et donc j'obtiens cette écriture-là. J'ai bien multiplié par 4 et j'ai multiplié par x1a également. Donc ce que je fais à gauche, je le fais à droite de mon égalité. J'obtiens donc cette partie-là sur l'égalité. Ensuite, ici, je vais tout simplement développer. Donc ici, j'intègre mon x1a moins x1a x2a. Je l'ai développé ici au niveau du numérateur. J'obtiens donc cette écriture-là sur une ligne. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la référence à x2a à droite de mon écriture. Donc j'ai rajouté plus x1a x2a. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Donc ici, j'ai bien plus x1a x2a. Ici, dans cette ligne-là, je vois que j'ai x2a dans chacun des deux termes reliés par un signe, par une addition, par un signe plus. Donc du coup, je vais factoriser x2a et je laisse tout le reste à l'intérieur de cette grande fraction, de cette grande parenthèse.
je n'ai plus qu'une référence à x1a, donc je vais développer 4 x 4, 16, moins 4 x1a, plus x1a. Et donc là, on peut réduire, on obtient donc x2a, dans ma parenthèse 16 moins 3 x1a, qui est égal à 4 x1a. Et du coup, eh bien, je vais maintenant pouvoir isoler x2a en divisant par 16 moins 3 x1a. Et j'obtiens donc ce résultat. En quoi est-ce que ça m'intéresse? Je suis bien parti de la contrainte, j'ai intégré la taille des marchés, et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à isoler x2a, ce que j'obtiens ici. Donc ça, c'est l'équation de la courbe des contrats. Troisième question, on nous demande de représenter cette courbe des contrats dans la boîte d'Edgeworth. Alors ici, je l'ai tracé sur un grapheur, donc on obtient cette courbe-là. Par contre, j'ai fait voilà, le deuxième axe à la main, donc il n'est pas très joli. Voilà. Mais il faudrait un bel axe ici dans l'autre sens pour avoir une belle boîte d'Edgeworth. Est-ce que le point x1, 2 est un optimat de Pareto? Alors, on est sur l'optimat de Pareto, on est un optimat de Pareto si on est sur la courbe des contrats, et on est sur la courbe des contrats si nos coordonnées vérifient l'équation de la courbe des contrats qui est ici. Autrement dit, si ça c'est x1, eh bien si x1 est égal à 1, alors je dois trouver x2 est égal à 2, puisque ici on a 2. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Je prends cette équation-là, je remplace x1 par 1, et donc j'obtiens cette écriture-là. Donc ça nous fait 4 treizièmes, et 4 treizièmes, ça fait pas 2. Donc ça veut dire que le point 1, 2 n'appartient pas à cette droite-là, donc elle n'appartient pas à la courbe des contrats, donc ce n'est pas un optimum de Pareto.